RMC After Afrique. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Afrique, notre nouveau podcast 100% football africain, 2 fois par mois. Des invités, des débats, des infos qui vont nous emmener vers l'événement de l'année, la CAN 2025, qui débute le 21 décembre au Maroc. Et vous le savez, depuis le premier numéro, on s'appuie sur la référence du foot africain ici, RMC. Hamza Ramani est avec nous. Salut Hamza. Bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Très bien, et toi? T'as bien vécu le tirage au sort? Bah ça y est, on y est. C'est dans un an la Coupe d'Afrique, mais on y est déjà. C'est dans un an, on va en parler. Alors cette semaine, bien sûr, on va consacrer cet épisode à ce tirage au sort, car oui, ça y est, on connaît la composition des 6 groupes de la phase de poule, les dates de match, on va analyser tout ça. Notre camarade ivoirien Malik Traoré, qui était au tirage, sera avec nous également. Et puis en fin de podcast, les infos foot africains avec toi Hamza. On va parler de quoi notamment? Du mercato. On va parler de Madagascar, du Cameroun, d'un match amical de prestige pour le Sénégal et de mercato pour certains de nos joueurs africains. Sachez que le podcast After Afrique vous fait gagner également un maillot, le maillot de l'Espérance de Tunis, offert par l'équipementier Kappa. Quand vous entendrez le mot Tunis dans le podcast, vous envoyez, c'est très simple, Tunis, T-U-N-I-S, au 732-16, Tunis au 732-16. Il y aura ensuite un tirage au sort, donc restez bien à l'écoute du podcast After Afrique. Mais d'abord, première partie consacrée à l'une des nations sensations de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo. Est-elle redevenue un grand pays du football africain? C'est parti. RMC After Afrique. Et qui mieux pour en parler que le sélectionneur de la RDC, Sébastien de Sabre est avec nous. C'est un honneur de l'accueillir. Bonjour, bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Très heureux de vous avoir avec nous, sélectionneur français de la République démocratique du Congo, dernier demi-finaliste de la CAN en Côte d'Ivoire. On était obligé de convoquer également un homme qu'on aime beaucoup à RMC, que vous avez écouté notamment pendant la CAN en Côte d'Ivoire, le grand Elton Mokolo. Salut Elton. Salut Nico, salut Hamza et bien évidemment, bonjour monsieur Sébastien de Sabre. Bonjour Elton. Elton, ambassadeur numéro 1 du foot congolais en France. Enfin, on essaye un peu. Tu l'es. Quand j'ai préparé le podcast, j'ai appelé Hamza. Hamza me dit il faut absolument qu'on ait Elton Mokolo sur l'édition numéro 2. Alors forcément, tu es là. Alors Sébastien, commençons par l'actualité, le tirage au sort de la prochaine CAN. Il a été effectué lundi à Rabat. Vous étiez chapeau 2. Vous avez hérité du Sénégal, du Bénin et du Botswana. Comment vous qualifiez ce groupe? Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Oui, après un tirage avec quand il y a des chapeaux 1, des chapeaux 2, je crois 4, on est en alerte. Après la réalité, c'est que si toutes les équipes se sont qualifiées, c'est qu'elles ont fait des bons résultats en qualification, comme le Botswana ou qui avait fait match nul en Égypte. On a aussi le Bénin qui revient bien avec Gernot Rohr. Donc non, c'est un groupe comme tous les autres groupes qui sont compliqués. Après, les matchs, de toute manière, de la CAN ont une toute autre saveur. Donc, les équipes se préparent, sont ultra motivées. Donc, on peut dire que ce soit un bon ou un mauvais tirage. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on va bien se préparer pour passer cette phase de groupe. Et puis après d'aller au match à élimination directe. Oui. Voilà, après, le fait qu'on retrouve le Sénégal, de toute manière, quand on est dans le chapeau 2, on doit avoir un chapeau 1. Donc, quand on regarde les équipes qui sont dans le chapeau 1, aujourd'hui, ce sont les meilleures équipes d'Afrique. Donc voilà, mais nous, on a montré qu'on était capable, contre des chapeaux 1, notamment sur le match du Maroc qu'on avait eu à la dernière CAN, de rivaliser. Donc voilà, on connaît nos qualités et avec toute humilité, on va essayer de se préparer pour refaire le même coup qu'on a fait à la dernière CAN. Alors justement, quand on fait demi-finale à la dernière CAN, 4e à l'issue de la compétition, vous avez relancé l'espoir d'un pays depuis votre prise de fonction, Sébastien, en août 2022. Est-ce que vous sentez désormais une attente plus élevée, une exigence? Oui, forcément, quand on progresse, quand on a montré ce qu'on a montré, forcément ça procure un peu plus d'attente. Mais d'un côté, ça veut dire qu'on est sur de la progression. Ça veut dire aussi qu'on a de la qualité quand les gens nous attendent. Après, il y a une réalité qui fait que il y a le classement FIFA, il y a l'histoire des équipes dans cette CAN et que pour l'instant les RD Congo a gagné, mais ça fait bien longtemps et puis
Et puis elle revient sur la scène internationale. Mais vous savez, en confrontation directe, on connaît toutes les équipes. On n'est pas favori de la CAN, bien entendu. Mais après, la première étape, c'est vraiment d'être en 8e de finale, parce qu'après, on a pu le voir avec la Côte d'Ivoire, on a pu le voir avec l'Afrique du Sud qui a fait une très belle CAN aussi, ou la Guinée qui a été en quart de finale. Tout peut arriver, quoi. Donc, moi, je me rappelle de ce match de 8e de finale contre l'Égypte. Je pense qu'on fait un très bon match, un très très bon match. Mais ça se joue à des détails, donc tout peut arriver, et c'est ça qui est beau, encore plus particulièrement sur des matchs en Coupe d'Afrique. Elton. Oui, Sébastien. Alors après, bien évidemment, la qualification en demi-finale, cette 4e place, on aurait pu avoir une euphorie et donc une forme de décompression après la compétition. Il n'en a rien été. Et moi, j'ai même noté une forme de maturité, parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée au bout de 4 matchs pour la CAN. On a le sentiment que cette équipe a acquis davantage de conviction et de la certitude au moment d'attaquer les matchs, que ce soit face à une grande équipe ou que ce soit face à des modestes équipes. Oui, bon, après, il y a une réalité, c'est que ça fait 2 ans et demi que l'effectif... Alors, on a fait un gros travail avec mon staff quand on est arrivé pour régénérer l'équipe. Après, ça fait 2 ans que les joueurs jouent ensemble. Vous savez, on a peu les joueurs, hein, puisqu'on les a simplement 8 jours et 5 fois par an. Et c'est vrai que le fait d'avoir été loin dans cette CAN, ça nous a permis de jouer 7 matchs officiels, plus les 2 matchs qu'on avait fait aux Émirats en préparation. Donc forcément, ça donne des automatismes, et on a pu s'appuyer dessus sur les matchs de qualification, sur les 4 premiers matchs de qualification. Après, on avait fait le choix sur les 2 derniers de donner la chance à certains, de voir aussi certains jeunes. Donc ça a mis un peu de déséquilibre, on va dire. On l'a payé sur les derniers résultats, mais je pense que c'est un mal pour un bien pour la suite. Coach, j'ai une question. Vous parliez justement de votre travail à votre arrivée. Sur les 18 premiers mois, vous aviez convoqué 53 joueurs et en avez utilisé 47. Aujourd'hui, on est plus sur des joueurs nouveaux qui débarquent en sélection et qui apportent une plus-value certaine. J'ai une question sur un historique de la sélection. Cédric Bakambu, il n'a plus été convoqué depuis la CAN. Il a 33 ans. C'est le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Il joue aujourd'hui au Betis dans un rôle plutôt en sortie de banc. Est-ce qu'il a encore un avenir en sélection à un poste ultra concurrentiel où vous avez du Fiston Mayele, vous avez du Yohan Wissa, du Simon Banza? Donc, est-ce qu'un joueur comme vous avez aussi SND, le nouveau venu, est-ce que vous avez encore, pour les supporters, un message à apporter justement autour de Cédric Bakambu, un historique? Cédric, de toute manière, la RDC, c'est un pilier de la RDC aujourd'hui, mais bien avant mon arrivée, parce que il y avait eu du bon travail de fait avec Flo Ibangé, et que lui était aussi moteur un petit peu d'appel de ces binationaux. Donc Cédric, il a une fonction au niveau du Congo il a un historique qui fait qu'il restera toujours très proche de cette sélection, quoi qu'il arrive, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors du terrain. Nous, en tout cas, je suis très content pour lui qu'il soit revenu de sa longue blessure, parce que dès qu'il est arrivé au Betis, il s'est blessé. Je l'avais eu sur les derniers stages pour lui dire que je le laissais travailler dans son club. Après, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de concurrence, donc il y aura des choix qui seront faits sur le mois de mars. Mais vous savez, Cédric, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit qui est pas exceptionnel, qui est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un joueur que vous pouvez appeler ou pas appeler dans la sélection, vous pouvez le faire jouer comme à la CAN tous les matchs, et c'est quelqu'un qui va se battre. Donc voilà, Cédric, c'est un exemple. Maintenant, après, il y a des choix qui seront faits sur le mois de mars en fonction de l'état de forme, en fonction des temps de jeu, en fonction de différents paramètres, mais il est bien entendu que Cédric fait partie encore du projet de la RD Congo. Puisqu'on est sur les individualités, avant qu'on parle de votre prolongation également, Sébastien de Sabre, celle concernant Chancel Bemba, bien sûr, à Marseille, on a de la peine pour lui parce que c'est un joueur évidemment majeur pour la RD Congo, qui a fait une très grosse CAN aussi avec vous en Côte d'Ivoire. Quelle est votre position par rapport à ça? Pas par rapport à la façon dont Marseille le traite aujourd'hui, mais par rapport à son état de forme. Est-ce qu'il fait encore partie aujourd'hui de vos projets, et comment le relancer, ce joueur qui ne joue plus depuis combien de temps maintenant? Ça fait quasiment depuis
mois, la fin 6 mois, c'est ça. fin de saison la fin de dernière. saison Fin de saison dernière. dernière. Avec l'Olympique de Marseille, Avec l'Olympique de bien Marseille. évidemment, ouais. Ouais, alors je peux vous dire, bon, bien sûr que Chancel, c'est le capitaine de l'équipe et on se parle beaucoup, on échange très 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 souvent et je peux vous dire qu'il est peut-être plus en forme aujourd'hui qu'il l'était avant parce que il fait beaucoup de travail athlétique à Marseille, il touche aussi le ballon. Et Ça remplace pas les moi, matchs, Sébastien. Moi, j'estime qu'un joueur qui a joué, je ne sais pas combien de matchs, mais depuis 7-8 ans au niveau professionnel, fait que, et surtout Chancel, qui a une hygiène de vie qui est du très très haut niveau, qui se prépare pour son prochain objectif individuel avec un club ou avec son club, fait que ça ne remet en rien en question voilà, la place de Chancel dans la sélection du RD Congo. Elton. Moi, ce qui m'a intéressé, coach, aussi, c'est le rajeunissement de l'effectif. Vous l'avez évoqué avec notamment l'arrivée de Nathalie Boku, avec Sadiki. C'est vraiment un engagement sur, on va dire, la deuxième étape, la deuxième partie de votre, en tant que coach, en tant que sélectionneur. Oui, bah, vous pouvez rajouter Mouko aussi. Oui, évidemment, qui performe avec lui. Et d'autres. Mais en fait, oui, il est évident qu'aujourd'hui au Congo, alors quand je suis arrivé, on a fait appel pour redynamiser l'équipe et pour moi, j'estime, pour renforcer l'équipe de binationaux qui avaient 24, 25, comme Charles Piquel, comme SND, comme d'autres en fait. Et puis, on a travaillé avec l'entraîneur des U20, avec Guy Boukassa, qui fait un très bon travail avec les U20, pour démarrer un projet aussi au niveau des U20. Et Sadiki, Mouko était venu déjà en match amical contre la Tunisie il y a quelques années. Et puis là, actuellement, sur les U20, ils vont participer, sont qualifiés à la CAN U20 avec, on va dire, la moitié de l'effectif qui sont des binationaux dans les centres de formation européens et puis la moitié qui sont des locaux. Et en fait, c'est la carence que moi j'avais trouvée un petit peu en arrivant, c'est-à-dire se dire de convaincre des joueurs qui ne sont jamais venus en jeune. C'est beaucoup plus difficile que d'avoir un certain suivi de cette jeunesse-là. Donc effectivement, il y a ces joueurs-là qui nous ont rejoints, qui amènent un plus, une fraîcheur, de la qualité, et puis qui sont pour l'avenir. Et puis derrière eux, il y a pas mal de joueurs U20 qui sont de bonne qualité et qui seront qui vont amener aussi une certaine forme de continuité à cette sélection qui à un moment donné, comme toutes les sélections, en aura besoin, quoi. Comment on fait pour convaincre, c'est pas forcément le terme. Quel discours on tient à Mouko, on peut en parler à l'instant, qui explose complètement avec le LOSC, qui enchaîne les matchs en Ligue des Champions, 7e de la phase de Ligue, c'est une révélation ici pour beaucoup. Il avait commencé avec la Belgique chez les jeunes en sélection, il est né en Belgique également. Quel discours vous lui avez tenu, Sébastien, pour lui dire viens avec nous, viens avec Léa de la RD Congo, on est ambitieux, on a fait demi-finale de la CAN, on va aller plus loin? Disons que, comme je l'ai toujours dit, nous, d'abord, il faut que les joueurs, avant le discours du coach, on sente une attache particulière, non pas à l'équipe nationale, mais au pays du Congo, qui est un pays très attachant. Et en fonction de ça, après on explique un petit peu le projet, mais j'allais dire que nos derniers résultats, la rigueur de travail que chacun met à son niveau, que ce soit mon staff, que ce soit autour de l'équipe, que ce soit le président de la République, le gouvernement, fait que forcément il y a de la visibilité sur l'équipe nationale, et donc on est de fait, quand on est joueur, attiré pour venir jouer en équipe nationale parce que on aime son pays. Et souvent dans ces jeunes qui choisissent tôt la sélection nationale, il y a eux, et puis il y a aussi leur famille, entourage, c'est très important. Il y a l'entourage est important, c'est l'entourage qui a une attache très particulière également avec le Congo, et comme je leur explique, c'est toujours beaucoup plus valorisant, et c'est à ce moment-là en fait que le pays, et donc la sélection nationale,
a besoin de ces joueurs pour passer un cap. Ça sera aussi bien que certaines viennent nous rejoindre dans 3-4 ans si on arrive encore à passer un cap, mais ça sera moins valorisant, et c'est pour ça qu'il faut attacher beaucoup de valeur au choix d'un Gaël Kakuta, un choix d'un Yoann Wissa, un choix d'un Cédric Bakambu, où aujourd'hui on est très bien organisé, on est dans des conditions qui sont vraiment très bonnes, mais c'était pas forcément le cas avant en termes de conditions de travail, de trajet, d'hôtellerie et ainsi de suite. Et les joueurs que je vous ai cités, Chancel Bamba en fait partie, et d'autres que j'oublie, c'est grâce à eux en fait qu'on a construit tout ça. Et c'est ce que j'explique à ces jeunes-là, c'est qu'on veut passer, nous, un palier, on veut aller à la Coupe du Monde, on veut gagner une CAN, on veut être dans les 5 meilleures équipes africaines, et c'est maintenant que ça se construit. Et c'est pour ça que c'est important que ces joueurs le comprennent. Coach, j'ai 2 questions sur ce thème. D'abord, je vais voir le verre à moitié vide, le football local. Vous ne convoquez plus de joueurs évoluant au pays, alors que ça a été la force justement de la RDC, notamment durant l'époque de Ibenge. Comment peut-on expliquer aujourd'hui que la République démocratique du Congo, au niveau de ses clubs, n'existe plus sur la scène footballistique continentale? On peut parler des 5 dernières années. On n'a eu que 2 demi-finales sur les 2 compétitions, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération. C'était le tout-puissant Mazembe. Cette année, le tout-puissant Mazembe est dernier de sa poule en Ligue des Champions avec l'autre club Maniema. Comment on peut expliquer cette régression de la RDC au niveau du football continental, mais au niveau des clubs surtout? Il y a quelques pistes. La première fait que le championnat, il a bien démarré cette année, mais les autres années, il n'avait pas terminé parce qu'il y a des problèmes de réalité, de transport, d'avion, de budget qui se font. Et après, il y a une autre réalité également, c'est qu'il y a des pays autour du Congo, je pense à la Tanzanie, je pense à l'Angola, par exemple, qui savent maintenant aussi attirer les meilleurs Congolais. Donc peut-être qu'avant il n'y avait pas cette rivalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'équipe, par exemple du TP Mazembe, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas congolais en fait. C'est une réalité, donc ils ne sont pas sélectionnables pour la sélection nationale. Maintenant, cette année, la Linafoot est repartie depuis, on va dire, l'année dernière sur une formule à 2 poules qui est beaucoup plus facile à gérer en termes de transport, en termes de budget pour les clubs, en termes de compétitivité sur les play-offs. Et ça commence à revenir parce que vous avez parlé effectivement de Maniama et de TP Mazembe sur les phases de poule de Ligue des Champions, mais ils y étaient. Et ces 2 équipes ont de la qualité sur la scène internationale africaine. Maintenant, il y a beaucoup de travail à faire pour professionnaliser encore le football congolais. Vita Club essaye de le faire aussi parce qu'ils ont remis un nouveau projet avec leur président Amadou Diaby depuis l'année dernière. Donc, je sens, moi, une relance du championnat local. Après, on a dans notre sélection des Fiston Mayele, des Baka, qui au final seraient restés à jouer au pays si le pays pouvait les payer. Voilà. Donc il y a un moment, les meilleurs Congolais touchent 10 fois plus de ce qu'ils peuvent toucher en Tanzanie, à Simba ou à Youngstar. Et vous pouvez regarder les Congolais là-bas, il y en a beaucoup, à l'image d'un Mayele qui est parti à Youngstar et puis qui est maintenant à Pyramide. Et justement, voilà, ma deuxième question, le projet du tout-puissant Mazembe, à l'époque, avec un stade qui lui appartient, une académie, un club compétitif, puisqu'on rappelle qu'il a remporté 3 Ligues des Champions, justement, sur la dernière décennie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques, le club qui appartient à Moïse Katumbi, qui était candidat à la dernière présidentielle, mais est-ce qu'aujourd'hui, coach, on doit considérer que le succès de la sélection congolaise ne peut passer que par la diaspora et la formation étrangère de binationaux?
Non, c'est non, surtout pas, parce que au final, TP Mazembe, ben, c'est un club effectivement qui a un stade. Beaucoup seraient surpris si ils venaient voir TP Mazembe, une académie qui est vraiment qui est de très bonne qualité. Lamine Ndiaye fait du bon travail. Après, c'est impossible que le Congo soit constitué que de binationaux. Alors, il y a les binationaux et puis il y a, on va dire, les joueurs congolais qui jouent à l'étranger. Et là, il y a un équilibre. Par exemple, dans la sélection, on peut citer Chancel, bien sûr, on peut citer Méchac, on peut citer Dokayembe, enfin, on peut ensuite en citer d'autres qui font leur carrière en Europe, mais qui ont cette fibre vraiment du pays parce qu'ils sont nés au pays, ils ont connu le football au pays. Et pour garder cet esprit, nous, on sait qu'on est difficile à jouer parce qu'on a un état d'esprit très fort. Et cet état d'esprit, d'abord très fort, il est mis sur le terrain grâce à cette fibre locale. Donc, elle est très importante à faire vivre dans la sélection, soit par l'intermédiaire effectivement des meilleurs joueurs au Congo, soit par les meilleurs joueurs au Congo qui sont partis s'exporter après en Europe. Mais on ne peut pas considérer que le Congo, un jour, sera uniquement constitué de joueurs binationaux qui sont venus 3 fois au pays. C'est perdre l'identité et la qualité même du football congolais. Sébastien de Sabre est avec nous dans le podcast After Afrique. Sébastien, l'autre jour, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a dit voilà mon coach préféré, c'est le meilleur sélectionneur du monde. On peut le croire aussi, on a le droit de le croire. Je ne sais pas comment vous l'avez pris déjà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une preuve de confiance et qu'on vous a prolongé jusqu'en 2029 à la tête de la RDC. On se rappelle les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé. La sélection n'allait pas bien, vous arrachez la qualification, vous faites demi-finale de la CAN. Comment vous vivez cette confiance et ce statut que vous avez désormais ? En fait, c'est une continuité du premier projet. C'est vrai que j'avais signé un premier contrat qui arrivait à échéance cette année. Donc voilà, bien sûr qu'on est reconnaissant et puis on estime aussi ensemble que le travail n'est pas terminé, qu'on a encore des paliers à franchir. Et même si souvent, et très souvent dans les clubs ou dans les sélections, malheureusement, les coachs n'ont pas assez de temps pour mettre en place leur projet, là, on devrait avoir le temps de le mettre en place, même si dans le football, tout peut aller très vite. Mais puis c'est important, je pense, pour un entraîneur ou pour un sélectionneur, de renforcer aussi son rôle et que tout le monde sache qu'il est là pour un moment. Et c'est vrai que dans le management de l'entraîneur ou du coach, ça change beaucoup de choses. Elton. Coach, j'ai 2 questions pour vous. Vous avez évoqué évidemment le président. On a le sentiment, d'ailleurs, à travers les célébrations post-victoire, qu'il y a une forme de symbiose entre la sélection et la présidence de la République. Et deuxième point, vous avez évoqué, et vous avez fait une distinction qui est très importante, l'attachement pas seulement à la sélection, mais l'attachement au pays. Et on a le sentiment que tout ça se regroupe et fait en sorte que les succès récents de la République démocratique du Congo peuvent s'expliquer par ça. Et ma deuxième question, c'était dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller en Coupe du Monde. À quoi on peut s'attendre, notamment dans la perspective des 2 prochains matchs contre le Soudan du Sud et contre la Mauritanie ? Alors pour la première question, de toute manière, au Congo, le football, la place du football est primordiale parce qu'elle est là pour apporter du bonheur aux gens et les Congolais sont de très bons joueurs de football et les Congolais aiment leur équipe nationale et le football. Et nous, on joue d'abord et les joueurs, on a le droit de gagner, on a le droit de perdre, on a le droit de faire des matchs nuls, mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est pas de tout donner sur le terrain parce que nous, il faut, voilà, on est l'image même du pays à l'international et on doit montrer qu'au Congo, on sait se battre, on sait souffrir, on a beaucoup de courage et d'ailleurs, il leur en faut en ce moment sur l'Est et bien sûr que ce sont des choses qui sont très, 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 très importantes pour nous de donner ces valeurs
valeurs combatifs parce qu'il en faut beaucoup à l'heure actuelle. Beaucoup de joueurs avaient fait bien sûr mention de ce conflit ouvert à l'est du pays, qui est pour le contrôle de l'est du pays entre les forces gouvernementales et le groupe armé M23 appuyé par le Rwanda. Est-ce que ce conflit a un impact sur votre travail également et sur le vestiaire de votre sélection? Nous, on est des sportifs, hein, donc on est des sportifs qui ont une tâche importante, c'est de porter haut les drapeaux le drapeau du Congo par rapport à notre savoir-faire, c'est-à-dire à gagner des matchs et à donner une bonne image du pays. Et nous, on s'y attache au maximum pour rendre les gens heureux. Tout le monde suit l'actualité. C'est évident que dans tous les pays où il y a ces événements-là, forcément que ça touche parce qu'il y a certains joueurs qui ont des familles, il y en a qui habitent à l'Est et ainsi de suite. Donc forcément, ça touche. Mais nous, on doit se reconcentrer sur ce qu'on sait faire, en fait, ce qui est de donner une bonne image de l'équipe nationale pour donner du plaisir aux gens et ça c'est le plus important. Alors, l'objectif, Elton l'a mentionné déjà, c'est aussi la qualif pour le mondial 2026. Je rappelle quand même pour ceux qui ne sont pas au courant que la RDC est la première sélection subsaharienne à avoir joué un mondial. C'était en 1974, c'est dire l'attente, j'imagine, qui est au pays. Sébastien, arraché une qualif. Pour l'instant, après 4 journées, vous êtes à 3 points du Soudan, à 1 point du Sénégal, 3e pour l'instant. Est-ce que cet objectif-là de jouer et d'offrir enfin une participation mondiale à la RDC vous occupe dès maintenant, ou vous êtes vraiment focus CAN, ou alors est-ce que c'est un tout dans votre réflexion là? Non, c'est uniquement pour l'instant la qualification de la Coupe du Monde, parce qu'elle arrive avant la CAN. On a fait ce qu'on devait faire en se qualifiant pour la CAN. Maintenant, on va jouer donc la 5e journée où il y aura un match Soudan-Sénégal en même temps que nous, on jouera le Soudan du Sud. Et puis sur la phase retour, on recevra le Sénégal et le Soudan la dernière journée chez nous. Donc je dirais qu'on est placé. On est placé comme on voulait être placé après 4 matchs, en ayant fait un match nul au Sénégal. Donc sur les prochaines dates du mois de mars, on va recevoir le Soudan du Sud et on va aller en Mauritanie. Donc ça sera 2 matchs importants. Il faudra faire 2 très bons résultats parce que au mois de septembre, on va se déplacer au Soudan du Sud avant de recevoir le Sénégal. Donc nous, ce qui nous importe dans nos têtes, c'est que sur le mois de septembre, quand on va recevoir le Sénégal à Kinshasa, on puisse être à longueur, quoi. Coach, j'ai une question sur... alors on va débriefer dans quelques minutes le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, mais j'ai envie de profiter de votre savoir. Il y a beaucoup d'Algériens et de Burkinabés qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément l'équipe nationale du Soudan, qui vous a battu, qui est la seule à vous avoir battu justement sur ces qualifs, qui est en tête donc de la poule. Quelles sont les qualités, quelles sont les faiblesses de cette sélection ? Forcément difficile à juger, à jauger en raison de l'arrêt du championnat. On rappelle que les 2 clubs phares, Al Hilal et Al Merrikh, évoluent en Mauritanie. À quoi peut-on s'attendre avec cette sélection soudanaise ? C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. C'est une équipe qui, effectivement, comme je le disais aussi, dans leur pays, ont une certaine mission. Hein. De placer le football soudanais, en tout cas dans la lumière. Ils le font dans notre pool. Donc, sont des joueurs qui sont difficiles à jouer parce que ce sont de vrais joueurs, de vrais combattants et de vrais professionnels. Et il y a de la qualité à l'image de l'équipe de Flo à Al Hilal qui fait de bons résultats. Et également, ils ont un avantage comme l'Afrique du Sud a, c'est que la plupart de l'équipe nationale joue dans un club, voire 2 clubs. Donc, ce qui donne quand même beaucoup de cohésion, et ça, c'est important sur le terrain. On voit que tactiquement, c'est une équipe qui est bien en place et que coach Apia travaille vraiment très bien.
Merci Sébastien De Sabre, c'était un plaisir de vous accueillir dans le podcast After Afrique. Vous l'avez dit, donc prochaine échéance, c'est la réception du Soudan du Sud le 21 mars, 5e journée des qualifs du mondial. Merci Sébastien. Merci. Vous êtes le meilleur. Merci beaucoup, Bonne coach. continuation. Bon courage. Vivrons ensemble sur RMC. Voilà pour cet entretien avec Sébastien De Sabre qu'on va suivre tout au long de l'année et jusqu'à la CAN au Maroc à partir du 21 décembre. Alors on a convoqué pour évoquer le tirage au sort, une grande voix du football ivoirien, journaliste à la chaîne NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Oh, ça fait plaisir d'entendre ça. De réentendre ça, enfin. Le coup du marteau. Il avait dansé lui aussi, presque aussi bien que nous, sur la dernière CAN. Malik Traoré est avec nous. Salut Malik. Pas aussi bien que toi, Nicolas, pas aussi bien, vraiment. Salut Malik. Tu sais qu'on en parle toutes les semaines, évidemment. Je sais bien. Salut Nicolas, salut Hamza, salut Elton, vous allez bien? Salut Malik. Salut Ça va et Malik. toi? Comment tu vas, toi, depuis la folie de la dernière CAN Est-ce que tu as redescendu du nuage un peu? Ouais, non, mais l'euphorie est retombée. On a eu le temps de faire pas mal de choses entre temps. Il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a eu le premier rassemblement juste après la CAN en France avec les matchs face au Bénin, match nul et victoire quand même de prestige face à l'Uruguay. On a eu aussi les 2 défaites lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique face à la Sierra Leone et à la Zambie. Donc on a eu le temps de tirer pas mal d'enseignements. Mais heureusement que ces défaites-là d'ailleurs sont arrivées. Ça permet de se reconcentrer pour la suite parce que, comme le sélectionneur national l'a dit lors du tirage au sort, l'objectif c'est d'aller chercher une 4e étoile au Maroc. Alors tu étais à Rabat justement en début de semaine pour le tirage au sort de la CAN. Ta sélection a hérité, écoutez bien, du Gabon, du Mozambique et surtout du Cameroun, Malik. Côte d'Ivoire-Cameroun, ce sera le match 2 dans ce groupe, le groupe F, le 28 décembre à Marrakech. Comment on a réagi en Côte d'Ivoire quand le nom du Cameroun est sorti ? La belle famille, comme on dit chez nous. On attend avec impatience ce derby dans une CAN très particulière. Vous avez vu les dates, 24 décembre le Mozambique, 28 décembre le Cameroun ensuite, avant de terminer le réveillon du premier temps par le Gabon. Bon, c'est très particulier, mais voilà, on était... Moi, je me satisfais de ce tirage-là parce que voilà, ça met un petit peu d'ambiance, ça fait toujours un petit peu parler. Et puis, encore une fois, de toute façon, sur le chemin d'une victoire potentielle, il faut aller chercher un petit peu tout le monde. Donc oui, ça a fait beaucoup parler, ça a commencé un petit peu à se chambrer sur les réseaux sociaux. Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et on va dire, c'est presque le plus ivoirien des Camerounais puisque sa famille, son épouse est ivoirienne et il est très souvent en Côte d'Ivoire. Donc on en a même rigolé lors du tirage. Non, c'est un tirage, pour en parler dès maintenant, c'est un tirage assez particulier quand même dans pas mal de groupes où tout est ouvert. Le Gabon, on est dans le même groupe éliminatoire pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, on s'est imposé 1-0 au match aller, mais c'était pas du tout évident du côté de Korogo, c'était au mois de juin. Le Cameroun, on se connaît très bien. Et puis le Mozambique, pareil, on les a rencontrés sur les éliminatoires, pas de la CAN dernière, de la CAN d'avant ou de la Coupe du Monde d'avant. Bon, voilà, on avait quand même bien négocié ce rendez-vous-là, mais voilà, ce sont jamais des adversaires faciles. Et de toute façon, je m'attends à une CAN difficile, mais voilà, il va falloir faire la différence dès le début, aller chercher forcément le Cameroun dans ce choc du groupe, et puis on verra la suite. Les gars, c'est l'affiche du premier tour. S'il y a un match à voir, Hamza, c'est celui-ci, quoi. Sur le papier, c'est l'affiche forcément la plus excitante avec tout le contexte que l'on connaît. Moi, j'ai une question pour Malik autour de cette sélection championne d'Afrique. C'est toujours plaisir à entendre, j'imagine. Ça fait très plaisir, très plaisir. Tu m'étonnes. Non, Malik, moi, ce que je note avec la Côte d'Ivoire, c'est que la sélection, et notamment Emer Saï, a réussi justement la transition, parce qu'on sait qu'il est toujours compliqué de gérer l'après-victoire. On l'a eu avec l'Algérie, avec Jamel Belmadi. On l'a aussi... pas factuellement par des résultats, mais on a entendu les déclarations de Scaloni justement sur la difficulté d'écarter des joueurs qui t'ont sacré, qui t'ont emmené au plus haut niveau du football continental ou mondial. Comment c'est vécu justement en Côte d'Ivoire le fait de remettre en question le statut de certains joueurs qui t'ont emmené à la victoire finale à la CAN? Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que on a la chance d'avoir un gros effectif. Alors vous me direz, on va toujours faire le débat, la comparaison avec la génération dorée, 2006 jusqu'à 2012, voire même 2015. On a quand même une sacrée densité de joueurs. Après, je dirais pas que Emer Faye a dû écarter certains joueurs. Je pense que de fil en aiguille, la situation peut-être de ces joueurs
a fait qu'ils ont été un petit peu écartés d'office, ou alors il y a eu des choix aussi personnels. Quand je parle de choix personnels, je pense forcément à Max-Alain Gradel, qui a été célébré d'ailleurs au mois de mars sur la fenêtre des matchs amicaux, sur le match face au Bénin. Serge Aurier aujourd'hui qui n'est plus appelé parce qu'il a pas de club aussi, donc c'est toujours difficile effectivement à gérer, mais en tout cas je trouve que pour l'heure Emer Faé le gère assez bien. Alors forcément il y a quelques dossiers qui peuvent forcément poser des questions, comme à une époque il y avait le dossier Sébastien Haller, sauf que Sébastien Haller aujourd'hui, bon, il revient bien du côté des Pays-Bas avec un doublé là sur son deuxième match, mais en ce qui le concerne par exemple, même s'il a toujours dit que c'était un joueur très important et que la sélection avait besoin de Sébastien Haller et que Sébastien Haller avait besoin de la sélection, c'était d'ailleurs le même mot d'ordre que Jean-Louis Gasset par le passé. Bon, il est quand même à partir du moment où voilà, il avait très très peu de temps de jeu du côté de Dortmund et encore moins à Leganés, il était plus appelé. Mais derrière, on a encore des joueurs de qualité, Jean-Philippe Crasso, Bayo Vakoun, Emmanuel Latella de Middlesbrough, on l'appelle un peu moins, mais il y a énormément de joueurs. Il y avait Karim Konaté aussi. Bon, malheureusement, il s'est blessé. Donc, on va dire que il arrive à gérer pour l'instant parce que oui, quand les cadres, les grands artisans, en tout cas les cadres du vestiaire, dans ce titre remporté à domicile sont absents, il y a quand même des joueurs qui donnent satisfaction. Et surtout quand ils sont absents pour des raisons sportives, parce qu'ils n'ont pas de club ou parce que malheureusement ils ont très peu de jeu, temps de jeu en club, écoutez, on est obligé de faire avec, et pour l'instant il le gère plutôt bien. Malik, Elton et Hamza, on est d'accord, la sélection la plus fournie, la plus dense, c'est celle de la Côte d'Ivoire. On en a déjà parlé pendant la dernière CAN. C'était presque une anomalie que ce parcours soit si accidenté avant d'arriver au bout. Mais est-ce qu'elle est la favorite avec le Maroc incontesté de tirage et de cette compétition? Alors moi je la mets derrière le Maroc, moi. Derrière le Maroc, ok. Je mets derrière le Maroc parce qu'on sait qu'il y a la malédiction du champion d'Afrique, c'est-à-dire que la dernière équipe championne d'Afrique à avoir fait demi-finale sur l'édition suivante, c'est l'Égypte en 2010. Donc par rapport à ça, derrière, c'est très compliqué. Il y a des sorties prématurées au premier tour, en huitième de finale, comme le Sénégal, éliminé par la Côte d'Ivoire. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Voilà le défi qui arrive. Maintenant, je voulais poser une question, papa ou maman, à Malik, à savoir, sur l'année 2025, quel va être l'objectif le plus important? Revalider une victoire à la CAN ou se qualifier de nouveau à la Coupe du Monde? Là, tu parles à Malik, son envie à lui personnelle, quoi. Exactement. Elton, il n'y a pas de choix à faire en papa et maman. Moi, je les aime tous les deux. Donc, ça fait 12 ans qu'on n'a pas participé à une Coupe du Monde. C'était une autre époque. On avait une génération exceptionnelle. Pour te citer quelques-uns, il y a Touré, Didier Drogba, Salomon Kalou, Wilfried Bony. Bref, c'était dans l'âge d'or du football ivoirien. D'ailleurs, malheureusement, j'y repense encore aujourd'hui à ce match où on a été éliminé face à la Grèce. Sur le dernier match de poule, ça me hante encore, mais non, il n'y a pas de... Ouais. Exactement. Dis pas de noms qui peuvent fâcher, s'il te plaît, Elton. non, mais voilà, non, il n'y a pas de choix à faire. Et d'ailleurs, je pense c'est l'un des objectifs de toute façon qui a été assigné au coach Emer Faé par le président de la fédération, Yacine Idriss Diallo. Il faut absolument aller repartir en Coupe du Monde. Une équipe comme la Côte d'Ivoire, ce sont ses termes, ne peut pas faire 12 ans, 15 ans sans aller en Coupe du Monde. Donc non, les objectifs sont simples. Aujourd'hui, pour Emer Faé, c'est à mon sens faire au moins une demi-finale, et encore je pense que c'est vraiment aller la gagner à la CAN, et puis évidemment refaire son retour en Coupe du Monde. Pour l'instant c'est bien parti, on est leader, même si on a une courte tête devant le Gabon. Donc il va falloir bien négocier le mois de mars avec la double confrontation face au Burundi, et puis après négocier les autres fenêtres, septembre et octobre. Alors Malik, puisque tu refuses de choisir entre papa et maman, on va parler de beau papa et belle maman également. Le Cameroun qui a fait parler de lui encore en marge de tirage au sort. La déclaration n'a pas pu vous échapper. Je vous rappelle le conflit entre Samuel Eto'o, président de la Fédé camerounaise, et d'un côté le ministère des Sports qui a choisi Marc Brice, sélectionneur belge, qui est donc le patron de la sélection du Cameroun. Il a été interrogé après le tirage au sort, Marc Brice. La question était: vous héritez de la Côte d'Ivoire, championne en titre. C'est quand même assez excitant comme challenge. La réponse de Marc Brice. Voilà, surtout, il y a une histoire contre deux pays. Alors, je suis au courant de ça, mais on
on n'a pas peur de rien, on n'a pas peur de Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors bien sûr, ils ont gagné le dernier CAN. C'est Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur. On est prêt à ce moment que le premier match va commencer. Mais qu'est-ce que Samuel Eto'o vient faire dans cette réponse ? On va essayer d'analyser ça. Et on n'a pas peur de Samuel Eto'o, on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Bon, on sait que c'est pas les meilleurs amis. On savait que c'était un peu réchauffé les relations entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Et Marc Brice débarque là comme ça en interview. Il fait cadeau à la presse. Les gars, Elton, comment tu l'analyses toi ? Alors moi, au départ, quand j'ai vu les déclarations, notamment sur les réseaux sociaux, je me suis dit oui, ça a été détourné, c'est les mots sortis du contexte. C'est l'humour belge. Une fois que j'ai vu la vidéo, là, j'ai absolument pas compris parce que c'est vrai qu'il y a un conflit qui est latent entre les deux personnes, ça s'est réchauffé, il y a eu même une forme de réconciliation publique qui n'en est pas une, puisqu'on voit les déclarations. Pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied, en connaissant le contexte local, à savoir que si le Cameroun d'avenir ne devait pas se qualifier à la Coupe du Monde, l'avenir de Marc Brice serait encore une fois relancé. Hamza. Ouais, j'avoue ne pas avoir compris et moi j'ai l'impression d'avoir un Marc Brice qui fanfaronne quant au fait d'avoir réussi à inverser le rapport de force. Je pense qu'il il se permet ce type de déclaration à l'encontre de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT et puis ancienne légende du football camerounais, parce qu'il sait que derrière lui il a le soutien nécessaire, en l'occurrence celui du gouvernement. Maintenant je pense que c'est une déclaration malvenu, 2 qui va en plus lui ajouter de la pression supplémentaire en vue des qualifs Coupe du Monde où je le rappelle ils sont dans un groupe avec la Libye, le Cap-Vert et l'Angola surtout. Je suis pas sûr que le Cameroun ait une marge si importante pour se permettre de se mettre le feu tout seul. Et c'est ce que Marc Brice vient de faire, je pense. Leader pour l'instant. Comment ça réagit toi qui étais à Rabat là, Malik ? T'as entendu rapidement parler de cette déclaration ? Ouais, moi je l'ai vu à posteriori parce que j'étais juste à côté, j'étais pas très loin derrière le tapis rouge et le parcours notamment de Marc Brice pour répondre à toutes les questions. Alors je dirais pas mieux que Hamza, hein, c'est malvenu. Après de ce que j'ai entendu un petit peu, c'est que déjà j'ai pas compris effectivement pourquoi il remet une pièce dans la machine. Ce que j'ai cru comprendre en revanche, c'est que c'était un petit peu sa petite revanche personnelle, puisque ce qui lui a été demandé par la FECAFOOT, visiblement, c'est ce qui en tout cas est relaté par la presse camerounaise, c'est qu'il devait, au sortir du tirage au sort, rentrer au Cameroun, c'est ce qui a été demandé par la fédération, le soir même. Sauf qu'on sait que tous les sélectionneurs avaient pour objectif, juste derrière, d'aller en repérage pour voir le camp de base, voir le stade, etc., et prendre les repères avant la compétition. Donc, visiblement... c'était un petit peu son petit pic à lui pour répondre à cette demande express qui lui avait été demandée par la fédération. Mais bon, moi encore une fois, c'est très très maladroit, très très malvenu. Alors, et c'est vrai qu'il a peut-être le soutien de son groupe, le soutien des joueurs, qui le lui rendent bien puisque les résultats sont présents, mais il n'avait pas besoin d'aller là-dessus, il n'avait pas besoin aussi de rentrer dans des considérations et de préciser que Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, encore une fois, qui est son patron factuellement, n'a pas le droit d'entrer dans le vestiaire et que son groupe est assez mature, assez fort et n'a pas besoin de la présence de son président dans le vestiaire. Voilà, je pense que c'est remettre inutilement une pièce dans la machine et pour l'instant les résultats plaident en sa faveur, mais au moindre accroc, ça peut être un petit peu compliqué pour Marc Brice. Bon, parlons des autres groupes, les amis. On a parlé du groupe F. Quel est selon vous le groupe le plus relevé ? Je tiens à dire, et Malik en a parlé tout à l'heure, c'est une CAN des groupes très homogènes. Dans chaque groupe, on a 2 anciens vainqueurs de CAN. Déjà, ça c'est important à signaler. Vous voulez mettre en avant lequel ? Hamza, toi, t'en mets un. J'aime bien le groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, parce que c'est et Zimbabwe, on va pas les oublier. Mais footballistiquement, je pense que ce sont le groupe où tu as quand même 3 équipes qui ont davantage de certitude. Alors peut-être Astérix quand même sur l'Égypte avec son sélectionneur, mais l'Afrique du Sud et l'Angola nous ont montré lors de la dernière CAN, au-delà de la qualité individuelle des joueurs et même du collectif, qui est un vrai projet amené par des hommes forts, les deux sélectionneurs. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce groupe B, même s'il n'est pas vraiment francophone. Elton. Moi aussi je vais spontanément sur le groupe B, dans la mesure où on a vu il y a déjà 2 quarts de finalistes lors de la dernière CAN. Bon, l'Afrique du Sud avait fait demi-finale, avait même terminé 3e, et l'Angola nous avait enchanté sur la dernière CAN. Et après l'Égypte, on ne peut pas l'écarter, c'est l'équipe qui a remporté le plus de CAN, c'est l'équipe
équipe qui va arriver avec Mohamed Salah, avec Marmouche. Donc par rapport à ça, il faudra faire très attention. Et surtout, il y a un désir de revanche parce que tout à l'heure, je l'ai expliqué, enfin, j'en ai parlé très brièvement, mais c'est une anomalie de ne plus voir l'Égypte sacrée depuis 2010. Et ça, ils auront à cœur de rattraper cette anomalie, de corriger cette anomalie plus tôt. Bon, et le groupe E aussi, cher Hamza, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Attention aussi, dense, plus qu'on l'imagine. Oui, c'est un groupe piège par excellence pour les Algériens. On en a parlé il y a quelques instants avec Sébastien Desabre. Le Soudan, c'est l'inconnu. On a 1 an pour apprendre à découvrir cette équipe, mais l'entrée en liste de l'Algérie face au Soudan va conditionner tout le reste de la compétition. Comme ça a été le cas en 2019, élimination au premier tour. Comme ça a été le cas en 2021, comme ça a été le cas en 2021 et 2023, avec des éliminations au premier tour après avoir manqué le premier match, en tout cas au niveau du résultat. Donc ce premier match face au Soudan, il sera capital pour ne pas se mettre le feu derrière face au Burkina Faso et face à la Guinée équatoriale, qui sont des adversaires que l'Algérie a très récemment joué. Malik, tu vois un autre groupe toi ou pas qui t'intéresse là? Non, moi c'est surtout le groupe E. Franchement, quand on a fait le tirage, la Côte d'Ivoire avait une chance sur 2 de tomber sur ce groupe-là, parce qu'on est sorti en toute fin de tirage. Ouais, l'Algérie et le Burkina Faso sont des équipes qui se connaissent, qui sont affrontées à de multiples reprises sur des qualifs CAN ou surtout Coupe du Monde. La Guinée équatoriale, pour la Côte d'Ivoire, forcément, c'est un mauvais souvenir. Et puis le Soudan, encore insister sur le Soudan quand même, qui, vous l'avez dit tout à l'heure, leader du groupe pour l'instant devant le Sénégal et la République démocratique du Congo. On a fini 2e du groupe derrière l'Angola et surtout devant le Ghana, le groupe de qualification pour la CAN. Et puis c'est le gros paradoxe, parce qu'il faut quand même rappeler, encore une fois, Hamza le disait très justement tout à l'heure, que les équipes locales évoluent dans le championnat de Mauritanie, donc il n'y a plus de championnat local, enfin il n'y a pas de championnat pour l'instant. Et puis le football local se porte bien, c'est le grand paradoxe, alors qu'on est quand même sous fond de guerre civile depuis le 15 avril 2023, avec la 4e guerre soudanaise, la guerre des généraux, comme on l'appelle. Donc moi, ce que le sélectionneur tout à l'heure, le coach Sébastien Desabre disait très justement aussi, c'est que au-delà de la discipline tactique avec James Kwesi Appiah, le Ghanéen, il y a ce sursaut patriotique et cette envie de dire on joue pour nos frères, on joue pour nos sœurs, on joue pour nos familles. On a envie de donner un petit peu de bonheur à la population soudanaise, et ça c'est très important sur le continent africain où le football est plus important que tout dans pas mal de pays. Donc moi je pense que ce sursaut peut, pourquoi pas, permettre au Soudan de créer l'exploit, et ce sursaut-là on le retrouve un petit peu partout, parce que encore une fois, le mot paradoxe, il est important. C'est que cette équipe soudanaise, elle fonctionne bien avec les clubs. Donc Al Hilal Omdurman, premier de son groupe de qualification en Ligue des Champions. Et puis, même au CHAN également, l'équipe locale est qualifiée pour le CHAN en août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Donc attention à cette équipe soudanaise qui, pour moi, va être le poil à gratter un petit peu de cette CAN 2025. Malik, merci d'être venu. On est très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci les amis, merci beaucoup. C'était super cool. À très vite, on te retrouve, journaliste NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Les infos d'Hamza, c'est parti, on y va. Hamza, info, le Madagascar, un nouveau sélectionneur, on le connaît bien ici en France. Effectivement, Corentin Martins a été nommé à la tête des Barréas. L'ancien sélectionneur de la Mauritanie espère redresser la barre d'un pays qui ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après avoir terminé dernier de son groupe de qualification. Madagascar qui rêve d'une première qualification en Coupe du Monde dans un groupe excitant, avec 2 points de retard sur les Comores et sur le Ghana, et puis devant le Mali au classement. Grand début dans un mois, au mois de mars, avec 2 matchs de qualif pour le mondial face à la Centrafrique et face au Ghana. Tu lui parlais également d'un match amical de prestige à venir pour les championnats d'Afrique 2021. Oui, le Sénégal qui va affronter l'Angleterre au mois de juin. Information confirmée par le DTN de la Fédération sénégalaise. Les Lions qui cherchent également activement un autre adversaire européen à affronter quelques jours avant l'Angleterre. Et le Cameroun qui peut compter sur un nouvel attaquant. La FECAFOOT qui annonce l'éligibilité de l'attaquant de Porto, Dani Namasso. La FIFA qui a accepté le changement de nationalité sportive du buteur né à Reading et ancien international chez les jeunes avec l'Angleterre. Âgé de 24 ans, Namasso a marqué 3 buts cette saison et pourrait faire ses débuts avec les Lions indomptables dès le mois de mars. Et quelques infos transferts aussi, notamment en tête de liste. Victor Boniface va-t-il quitter le Bayer Leverkusen? Et non, finalement Victor Boniface va rester du côté du Bayer Leverkusen. Il devait rejoindre Al Nasser, le club de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. 60 millions d'euros pour un transfert final
finalement avorté parce que le club saoudien n'a jamais donné son accord définitif. Boniface était peut-être en concurrence avec John Duran, l'attaquant colombien d'Aston Villa, qui lui devrait s'engager en Arabie Saoudite à Al Nasser. L'avenir d'Hakim Ziyech, oui, on en est où ? Il quitte Galatasaray, contrat résilié pour l'international marocain qui sort d'une première partie de saison catastrophique en Turquie. L'ancien joueur de l'Ajax qui rejoint le Qatar Al Douaïl, le club entraîné par Christophe Galtier. Ziyech qui a 1 an pour convaincre Walid Regragui de le reprendre en sélection. Il n'a plus été convoqué depuis septembre dernier. Et puis Al Ahly recrute un joueur également. Effectivement, un autre Marocain, retour en Égypte pour l'ancien joueur du Zamalek, Achraf Ben Cherki. Après 2 ans et demi dans le Golfe, l'ancien joueur d'Al Rayyan s'engage à Al Ahly, un renfort de poids pour le club égyptien à 4 mois et demi de la Coupe du Monde des clubs. Et puis je vous rappelle également qu'on connaît les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine. On aura Al Hilal, soudanais, qualifié. Le MC Alger, on aura également Rabat, Sfar Rabat bien sûr. On aura Mamelodi Sundowns, les Sud-Africains, les Orlando Pirates, Sud-Africains également, Al Ahly égyptien. L'Espérance de Tunis sera là également au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et puis autre club égyptien, le Pyramids FC. Tirage au sort des quarts de finale le 17 février. Premier quart aller 1er et 2 avril. Le retour 8 et 9 avril. Alors on a lancé un sondage sur le compte X de l'After pour ce podcast After Afrique et on le fera chaque fin de mois. La question ce sera qui est selon vous le meilleur joueur africain du mois, en l'occurrence du mois de janvier. Vous avez été près de 2500 à voter. On avait sorti 4 noms. Alors là, il peut y avoir débat évidemment pour parler des heures. C'est très arbitraire. Achraf Hakimi PSG, Mohamed Salah Liverpool, Evan Guessant Nice, Victor Osimhen Galatasaray et le vainqueur sans surprise c'est Mohamed Salah bien sûr. 3 buts en janvier, mais taulier toujours aussi sublime du leader de Première Ligue. Il l'emporte avec 49%. On aurait pu mettre, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, le Marocain El Kaabi qui a mis un doublé hier avec l'Olympiakos d'ailleurs en Ligue Europa. Youssef En-Nesyri, autre Marocain, buteur avec Fenerbahçe. On aurait pu citer également Hamza Igaman des Glasgow Rangers qui fait un mois de feu, mois de janvier de feu avec 5 buts, 1 passe. Brian Bomo évidemment qui peut être à chaque fois nommé, je crois, chaque mois dans notre sondage, je pense. Brentford, 4 buts, 1 passe en janvier. Et mon chouchou Habib Diarra. Et voilà, tu voulais en parler. Habib Diarra qui est en ce moment extraordinaire. Non mais sérieusement, c'est vraiment un joueur de qualité. C'est terminé pour ce numéro 2 du podcast After Afrique. On s'est régalé encore une fois. Gilbert sera aux manettes du prochain. Merci Elton. Merci, c'est un vrai plaisir. Et merci Hamza, merci à Najib Boulawine également en régie. Merci et à très vite. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC.